Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Nadine Raymond et je suis présidente du conseil d'administration de l'Observatoire québécois des inégalités. Basé à l'Université de Montréal, l'Observatoire est un courtier de connaissances scientifiques qui éclaire les réflexions et les prises de décision concernant les inégalités de revenus, d'opportunités et de qualité de vie. Je vous souhaite la bienvenue à la remise du prix littéraire Anthony Atkinson pour l'égalité, décerné par l'Observatoire et le Festival littéraire international Métropolis Bleu, en partenariat avec le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, plus communément appelé le CIRIUM. C'est pour nous un grand honneur de décerner le prix 2020 à Madame Christiane Taubira, femme politique, militante et autrice française, bien connue pour son engagement dans les luttes contre le racisme et les inégalités. Après la remise du prix, il y aura un entretien avec Madame Taubira mené par Webster, artiste hip-hop et historien. Par la suite, Marie-André Lamontagne, directrice générale programmation et communication du Festival littéraire international Métropolis Bleu, posera également quelques questions d'ordre littéraire. Nous conclurons l'événement avec une période de questions du public. Afin que l'événement se déroule rondement, voici quelques informations. Puisqu'il s'agit d'un webinaire, vous n'avez pas la possibilité de consulter la liste de participants et d'allumer votre caméra et micro. Je vous demanderai donc également d'attendre la période de questions du public pour poser vos questions dans l'onglet Q&R ou Q&A si votre Zoom est en anglais ou votre plateforme est en anglais, qui se trouve en bas de l'écran à droite. Les questions seront choisies de manière aléatoire. Si vous nous regardez via Facebook Live, il vous sera malheureusement impossible de poser des questions à Madame Taubira. En espérant que vous passez un bon 90 minutes avec nous, j'inviterai Madame Marie-André Lamontagne, sans plus tarder, à prendre la parole. Merci, Madame Raymond. Je suis très contente d'être là. Bonjour, Madame Taubira. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous revoir. Alors, je vais dire quelques mots d'abord, je pense, de la Fondation Métropolis Bleu et dans quelle mesure le Festival littéraire Métropolis Bleu, qui est un festival international et multilingue, s'insère dans les activités de la Fondation. Donc, la Fondation a été créée en 1977. Sa mission, c'est de réunir des gens de langues et de cultures diverses autour de la lecture et de la littérature. Elle offre toute une gamme de programmes éducatifs et sociaux pour lutter contre, par exemple, l'analphabétisme, l'illettrisme et favoriser une meilleure compréhension interculturelle et partant une meilleure inclusion sociale. Le vaisseau amiral de la Fondation, qui est un organisme à but non lucratif, je le dis en passant, le vaisseau amiral de la Fondation, c'est le Festival littéraire international Métropolis Bleu, qui connaît sa 22e édition en 2020. Donc, la programmation en salle a été annulée pour les raisons que l'on sait, évidemment, pour des raisons de pandémie. Mais depuis lors, on a une programmation en ligne, numérique. Là, on est en train de terminer avec la rencontre d'aujourd'hui, les journées Mémoire pour l'espoir, depuis le 12 novembre. Donc, il y a 12 activités en ligne, panels, discussions, et ces activités étaient intégrées à la programmation du Salon du Livre de Montréal. Et encore une fois, maintenant, c'est l'événement de clôture, en quelque sorte. Le Festival Métropolis Bleu remet 6 prix littéraires, donc j'en viens aussi au prix qui va nous occuper aujourd'hui. 6 prix littéraires, il y a le Grand Prix, par exemple, dans le passé, Carlos Fuentes, Richard Ford, Charles Taylor, le philosophe, bien sûr, certainement pas l'homme politique. Il y a le prix Azul, parce qu'on a une programmation en espagnol, le prix des premiers peuples, le prix Violet pour des écrivains de la communauté LGBTQ, le prix des mots pour changer, le prix de la diversité, Conseil des arts de Montréal, tous prix littéraires, car la littérature est évidemment notre grande affaire. Et en 2019, on a créé le prix Anthony Atkinson
pour l'égalité, qui est remis conjointement avec notre partenaire, l'Observatoire québécois des inégalités, dont on entendra le directeur dans un instant, Nicolas Zorn. Ce prix, Anthony Atkinson, c'est un économiste important au 20e siècle et c'est un prix, je dirais, hybride entre l'économie, la société et bien sûr la littérature. Il récompense l'auteur d'un ouvrage à la fois documenté, érudit, même, et accessible surtout, ayant contribué de façon significative au débat public sur les inégalités économiques et sociales, y compris, ça c'est important, en proposant des solutions pour les réduire. Donc, le premier lauréat en 2019, vous verrez, Madame Taubira, que vous êtes en bonne compagnie, a été l'économiste américain Joseph E. Stiglitz. Et là, maintenant, en 2020, c'est vous, Madame Taubira. Et je vais laisser mon collègue de l'Observatoire québécois des inégalités vous présenter. Je dis seulement que nous sommes très heureux, je le redis, très heureux de ce choix. Donc, Nicolas Zorn, directeur de l'Observatoire québécois des inégalités. J'aimerais bien vous dire d'emblée, la Suède est connue comme étant l'un des pays les plus égalitaires au monde, avec une forte mobilité sociale et une réelle égalité des chances. Une étude publiée il y a quelques années a toutefois démontré les limites importantes à cette mobilité sociale, puisque l'auteur de l'étude a trouvé une très forte relation entre les personnes faisant aujourd'hui partie des mieux nantis et le nom de famille des membres de l'élite suédoise d'il y a plus de 300 ans. Si provenir d'une famille ayant fait partie de la haute bourgeoisie il y a plus de 3 siècles est encore aujourd'hui un déterminant majeur de votre statut social, et ce, dans l'un des pays les plus égalitaires, redistributifs et homogènes au monde, imaginez le fardeau de l'esclavage comme héritage. C'est pourquoi cet enjeu complexe, marquant de notre histoire, reste encore aujourd'hui d'une grande pertinence. Cette année, c'est avec une grande fierté que nous remettons le prix Anthony Atkinson à Mme Christiane Taubira, essayiste et précédemment ministre de la Justice de la France, pour son ouvrage « L'esclavage raconté à ma fille ». Cet essai accessible et bien documenté est une contribution remarquable sur le sujet, offrant un éclairage particulièrement pertinent au débat sur les inégalités raciales dans nos sociétés contemporaines. Je profite de l'occasion pour saluer la veuve d'Anthony Atkinson, Judith, qui est présentement parmi nous aujourd'hui. Le prix Atkinson est remis chaque année à une autrice ou un auteur pour célébrer un ouvrage à la fois érudit et accessible. Madame Taubira, au nom du festival littéraire Métropolis Bleue et de l'Observatoire des inégalités, me fait plaisir de vous remettre l'édition 2020 du prix Anthony Atkinson. Toutes mes félicitations, toutes nos félicitations, et merci d'être des nôtres aujourd'hui. Avant de passer à la période d'entretien que vous aurez avec Webster, nous vous invitons à dire un mot pour ouvrir cette période d'échange. La parole est à vous, et merci encore. Merci infiniment, Monsieur le Directeur. Madame la Présidente du Conseil d'administration de l'Observatoire québécois des inégalités, j'ai grand plaisir à vous saluer et à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Madame Marie-André Lamontagne, directrice générale du Festival littéraire international Métropolis Bleu, merci aussi d'avoir rappelé que nous nous sommes déjà rencontrés et salués et de m'avoir accueilli aussi chaleureusement. Et merci à vous, Monsieur le Directeur. Monsieur Zorn, merci pour ces mots extrêmement chaleureux. Je me permets de saluer également Madame Atkinson. Je dois dire mon émotion et ma fierté d'être ainsi distinguée par ce prix que vous me décernez aujourd'hui. J'éprouve cette émotion et cette fierté essentiellement du fait de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de la nature et de la qualité des missions que vous exercez au sein de vos institutions, de vos structures. Et je pense également à l'un de vos partenaires, le centre de recherche de l'Université de Montréal. Donc, qui vous êtes d'abord, mais évidemment ce prix avec sa référence, Anthony Atkinson, dont j'ai commencé à découvrir les travaux lorsque j'étais étudiante dans la décennie 70, donc ses premiers travaux sur les inégalités, plus tard les travaux que j'ai également appréciés sur la pauvreté. Donc je suis très très fière de recevoir un prix qui porte le nom d'Anthony Atkinson. Je suis aussi très émue et très fière du fait du titre de ce prix pour l'égalité et également de son objet, ce souci, cette préoccupation de faire connaître des ouvrages qui traitent de sujets majeurs, de sujets parfois douloureux, et en tout état de cause, les grands systèmes et les grands événements qui ont créé, qui ont laissé
en trace des personnes victimes des conséquences de ces grands événements à travers plusieurs générations sont souvent des sujets extrêmement douloureux. Donc je suis évidemment extrêmement émue par cet objet, par cette référence, par ce titre, et aussi, vous venez de le rappeler, monsieur le directeur, par le prestige de la première personnalité que vous avez consacrée avec ce prix, à savoir M. Joseph Stiglitz, dont les travaux ont contribué à renforcer mes engagements dans la lutte contre les inégalités et pour l'égalité. Je reste persuadée que la grande cause du XXIe siècle, dont le quart s'est déjà écoulé, que la grande cause du XXIe siècle est bien à la fois la question et la cause de l'égalité. C'est-à-dire que la question, pour moi, revient aux politiques publiques que l'on peut concevoir et mettre en œuvre pour lutter contre les inégalités. Ce sont donc principalement des politiques publiques de justice sociale qui ont des effets dans tous les domaines, bien entendu, accès à l'éducation, accès aux soins, accès au territoire, accès aux métiers. Donc, toutes ces politiques publiques de justice sociale luttent contre les inégalités, en tout cas peuvent viser à lutter contre les inégalités. Et puis, il y a la cause elle-même, la cause de l'égalité, qui est bien au-delà. Parce que les inégalités, nous l'avons bien vu, touchent souvent des catégories qu'on appelle des minorités, ce qui est un grand paradoxe, puisque les femmes sont très, très largement exposées aux inégalités. Et c'est un paradoxe parce que les femmes constituent la majorité de la population humaine. Et puis, ce qu'on appelle les minorités sont souvent exposées aux inégalités, les minorités sous toutes sortes de prétextes, l'apparence physique, la couleur de la peau, la religion ou les croyances, les affinités amoureuses, le handicap, toutes sortes de prétextes sont bons. Mais lorsqu'on additionne les minorités, on se rend bien compte aussi que là, il y a un paradoxe parce que ces minorités constituent la majorité aussi de l'espèce humaine. Donc, la cause pour l'égalité va au-delà de la lutte contre les inégalités, puisque cette cause pour l'égalité, elle pose d'abord la question de l'éthique, ensuite la question de l'idéal. Ce que j'entends par l'éthique, que je prendrai tout simplement la définition qu'on a donnée le philosophe Paul Ricoeur, l'éthique est le souci de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Donc, le souci de la vie bonne avec et pour les autres, donc pas égoïstement, et dans des institutions justes, c'est-à-dire que ce sont les institutions qui organisent nos sociétés, autour desquelles notre vie démocratique peut se développer. Ces institutions doivent être justes. Donc, parce que l'égalité suppose justement cette éthique et cet idéal, c'est un combat qui est loin d'être terminé et qui ne peut pas se contenter de politiques publiques de justice sociale, qui doit aller au-delà, qui appelle des politiques publiques d'émancipation individuelle avec le souci de l'individualité, qui n'a rien à voir avec l'individualisme, le souci de l'émancipation de chaque personne. Nous avons conscience d'appartenir à la Terre, nous avons conscience aussi de la mondialisation, avec ses violences, avec ses injustices, avec toutes ces inégalités qui s'accroissent et qui s'aggravent, et dans tous les domaines, dans l'accès à l'éducation, dans l'accès aux soins, et nous le voyons de façon très, très actuelle avec la pandémie qui nous frappe sur la totalité de la planète. C'est-à-dire que cette pandémie nous rappelle l'unité de la Terre, et donc notre solidarité, y compris inconsciente, absolument inévitable, mais elle nous rappelle aussi les injustices structurelles qui font qu'il y a des personnes beaucoup plus exposées que d'autres, donc beaucoup moins à même d'être prises en charge pour des soins efficaces. Donc cette lutte contre les inégalités, qui n'est qu'un pan de la lutte pour l'égalité, suppose que nous ayons conscience de la possibilité, dans cette terre que nous partageons, que nous ayons conscience de la possibilité de transformer les relations dans le cadre national, mais de les transformer aussi à l'échelle mondiale. En clair, de répondre à la brutalité de la mondialisation, parce que le grand poète, écrivain, essayiste Édouard Glissant appelait la mondialité, c'est-à-dire penser la Terre comme un ensemble, ce qui ne nous dépouille pas de nos cultures, penser la Terre comme un ensemble, penser l'espèce humaine comme une unicité, et puis penser surtout que nous sommes solidaires. Et c'est cette solidarité transformée du point de vue de l'éthique en fraternité qui nous permet d'envisager l'avenir avec optimisme. Je veux pour ma part continuer à être optimiste, indépendamment de tout ce que je sais des inégalités, de la violence, des traces du système de la traite négrière, de l'esclavage, de toutes les inégalités qui sont inventées, qui sont construites, qui sont élaborées, qui sont entretenues, parfois juste pour conserver le pouvoir, parfois simplement parce que c'est une vision égoïste
de la vie et de la vie collective. Malgré tout cela, je reste optimiste. C'est l'optimisme de la combativité. Je crois que nous pouvons rêver encore d'une mondialité, c'est-à-dire d'une terre fraternelle. Mais nous n'allons pas en rêver de façon passive, mais nous allons agir. Nous pouvons agir pour faire en sorte que cette fraternité s'ouvre à nous et nous donne cette terre rêvée que Natacha Canapé-Fontaine appelle la terre promise. Je t'attendrai, la terre promise. L'embouchure obscure, l'estuaire incendié. Ce n'est donc pas une terre promise par transcendance, c'est une terre rêvée par fraternité, et c'est cette fraternité qui rend possible l'égalité, et c'est l'égalité réalisée qui rendra possible aussi la fraternité. Merci. Merci beaucoup, Madame Taubira. Bien le bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Avant d'amorcer la discussion autour du livre de Madame Taubira, j'aimerais commencer par reconnaître que nous tous et toutes en Amérique sommes sur un territoire autochtone non cédé qui a été spolié par la colonisation et témoin de ce drame qui est l'esclavage. Je crois qu'il est important de reconnaître que cette colonisation et cet esclavage ont toujours des impacts sur ce que nous sommes et ont contribué à façonner ce monde moderne. Madame Taubira, pour moi, c'est un honneur de pouvoir avoir cette conversation avec vous. Et j'ai beaucoup aimé votre livre, L'esclavage raconté à ma fille. Je trouve que c'est très clair et j'ai envie de dire que ça coule de source et le respect qu'on a pour la source que vous êtes rend la lecture d'autant plus facile. Pour sauter directement dans le sujet, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans votre livre. Et bon, je vous avertis, ma question va être un peu longue. Et en fait, elle est divisée en 3 volets. C'est 3 questions rassemblées en une. Et après, vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez pour répondre naturellement. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous revenez plusieurs fois sur la résistance des esclaves, c'est-à-dire celle au quotidien, et les résistances individuelles et aussi collectives de grande ampleur, comme la lutte des nègres marrons, la formation des Quilomboches, la révolution haïtienne. Et je me demande si la manière de raconter l'esclavage encore aujourd'hui est trop ancrée dans la dite passivité des esclaves. On voit souvent les esclaves comme des personnes soumises, ou est-ce qu'elles sont à la merci de leur sort. Et j'ai l'impression qu'on ne met pas assez l'accent sur les révolutions et l'agentivité de ces personnes asservies. Et le deuxième volet de cette question, c'est toujours dans la manière de percevoir, de raconter l'esclavage. J'ai l'impression que quand on parle des abolitions, on met toujours l'accent sur les efforts blancs, c'est-à-dire on parle de l'abbé Grégoire ou de Victor Schœlcher en France, Thomas Clarkson ou Wilberforce en Angleterre, ou encore Garrison ou Abraham Lincoln aux États-Unis. Et donc, on met toujours l'accent sur ces abolitionnistes, mais pas vraiment sur les abolitionnistes noirs ou même les révoltes d'esclaves. Donc, ces personnes afrodescendantes et africaines qui étaient soit asservies ou soit libres. Et j'ai envie d'étendre la question au rôle des femmes. Donc, ces femmes qui ont résisté à l'esclavage, on pense à Solitude, on pense à Nanny of the Maroons, qui, encore une fois, semble avoir été occulté, leur rôle semble avoir été occulté par la dimension masculine de cette révolte. C'est notre manière, en fait, de raconter le monde. Donc, j'aimerais vous entendre sur ces 3 volets. Eh bien, Webster, je suis ravie de vous retrouver d'une part, mais d'autre part, vous m'invitez à un feuilleton, là. Oui, je vais essayer d'y répondre. Je vais probablement fournir du matériau sur les 3 grands axes que vous avez évoqués.
mais sans doute qu'il restera encore à explorer les choses. Oui. Alors oui, pour moi, la résistance est essentielle, la résistance collective, la résistance individuelle. Alors pendant très très longtemps, effectivement, on nous a parlé que des abolitionnistes. Lorsqu'on nous parlait de l'esclavage, parce que la traite négrière et l'esclavage n'étaient pas tant enseignés que cela, même si les choses ont tendance à évoluer. En France, sous l'effet de la loi, parce que l'article 2 de la loi de 2001 impose à l'État de veiller à ce que l'enseignement soit assuré, non pas que l'enseignement pensé par l'État, non pas le contenu, la vision de l'esclavage pensé par l'État, mais la responsabilité de l'État sur l'enseignement doit être assurée sur ces questions-là. Et évidemment, l'enseignement se fait à partir de manuels scolaires, à partir d'ouvrages, à partir, évidemment, par les enseignants qui choisissent eux-mêmes le matériau à partir duquel ils transmettent cette histoire. Donc ça, c'est une parenthèse concernant la France, mais pour le reste, dans de nombreux pays du monde, cette histoire n'est pas racontée. Ce qui est extraordinairement hallucinant, parce que cette histoire a forgé le monde contemporain. Cette histoire a forgé le monde contemporain. Nous ne sommes pas ce que nous sommes là si nous évacuons les 4 siècles et demi de traite négrière et d'esclavage. C'est-à-dire l'accumulation du capital qui a permis les révolutions industrielles en Europe provient massivement de la traite négrière et de l'esclavage, massivement. C'est-à-dire que cette accumulation de richesses, cette position prépondérante dans les échanges mondiaux, ces avantages du fait d'avoir de la main-d'œuvre gratuite, etc. Tout ça a nourri cette accumulation du capital et a permis la révolution industrielle. Même la pression de la traite négrière sur les recherches en matière de navigation, donc sur les techniques, sur ce qu'on appelait les découvertes et les techniques, tout cela aussi, c'est dans le capitalisme qui était en train de s'étendre, c'est la pression de la traite négrière a eu des tas d'effets positifs sur les économies européennes notamment, puisque c'était principalement ces économies qui étaient les sociétés d'où venaient les compagnies de monopole, les compagnies de traite, les compagnies négrières. Donc, on n'enseigne pas cela alors que notre monde est marqué aujourd'hui encore, c'est-à-dire que la composition de la population des États-Unis, de façon très claire, n'a pas de sens si on ignore le génocide des Amérindiens et la traite négrière et l'esclavage. Je sais que vous avez fait un travail de très, très grande qualité sur le Québec. Moi, j'ai visité une exposition, j'ai vu une exposition aux Beaux-Arts que vous avez organisée et qui est absolument magnifique et qui dit justement comment, y compris individuellement, des personnes, des femmes, des adolescentes, des adolescents, des hommes mûrs, individuellement, ils prennent le risque d'être poursuivis, d'être jugés, d'être sanctionnés, peut-être d'être mis à mort. Mais comme vous êtes très juste, un historien objectif, vous rappelez aussi le rôle de juges qui ont refusé, par exemple, de sanctionner des esclaves qui s'étaient évadés. Donc voilà, il y a, et cette histoire, lorsqu'on la regarde avec honnêteté et puis avec humanité, tout simplement, sans sous-estimer les souffrances, mais sans se réfugier derrière ces souffrances pour laisser monter la haine, on se rend compte qu'il y a eu de la fraternité. On se rend compte qu'il n'y avait pas un bloc uniforme de noirs esclaves, soumis, captifs, asservis, dociles, serviles, etc. Et puis des maîtres blancs, violents, impitoyables, etc. C'est plus complexe parce que les histoires humaines sont de toute façon complexes. Donc il y a eu ces résistances, les résistances ont commencé au premier jour. Au premier jour. Elles ont commencé lorsque les villages étaient incendiés et que les personnes étaient capturées. Elles ont eu lieu lorsque on acheminait ces captifs jusqu'aux côtes, vers Gorée, vers Ouida, etc. et que ça traversait des villages et qu'il y avait des révoltes parfois grâce aux villageois et les captifs eux-mêmes qui résistaient. Il y en a eu dans les bateaux, il y a eu des mutineries, il y a eu des suicides aussi, des esclaves qui ont préféré se jeter à la mer. Mais il y a eu des mutineries, des révoltes dans les bateaux. Et il y en a eu dans les plantations. Il y a même des gens, on connaît l'histoire de Nani, par exemple, à la Jamaïque. Dès le débarquement, elle est partie dans les montagnes. Donc, elle a échappé à l'esclavage. Donc, il y a des tas d'histoires comme ça. Il y a la résistance collective, le marronnage. Et il est intéressant lorsqu'on ne regarde pas les choses simplement globalement, c'est-à-dire des nègres marrons qui constituent un quilombo, un village, une ville qui grossit avec des personnes qui ont quitté les plantations, les habitations. Mais lorsqu'on regarde les choses un peu individuellement, on se rend compte que le marronnage, par exemple, se faisait en famille.
Il y a beaucoup de procès-verbaux qui disent que l'esclave, un tel, Alexandre par exemple, c'est des prénoms incroyables, l'esclave un tel est parti avec une telle sa compagne, avec leurs 2 enfants, avec leurs 4 enfants, etc. Bon. Quand ils pouvaient partir avec leurs enfants, parce que le maître avait le droit de séparer les familles et de vendre séparément l'homme, la femme, un enfant, le lot des enfants, etc. Le maître avait ce droit-là. Et c'était un droit. Il y a le code noir. Il y a le code noir. Les puissances négrières ont élaboré des textes de loi pour dire que les esclaves sont des meubles, pour dire qu'on va les mettre à mort s'ils s'échappent 3 fois. La première fois, on leur coupe l'oreille, la deuxième fois, on leur coupe le jarret, la troisième fois, on les met à mort. Il y a un code qui dit cela. Donc, c'est quand même un système qui a duré pendant 4 siècles. Et aujourd'hui, les traces sont là. Elles sont dans les communautés humaines. Elles sont dans les langues européennes qui ont bien vagabondé et qui se retrouvent aujourd'hui. L'anglais, qu'est-ce qu'il fait aux États-Unis? Le français, qu'est-ce qu'il fait chez moi, là, en Amérique du Sud? L'espagnol, qu'est-ce qu'il fait partout, en Colombie, au Pérou, en Équateur? Le portugais, qu'est-ce qu'il fait au Brésil? Donc, les langues européennes, ce qui n'a pas fait disparaître totalement les langues natives, que ce soit les langues amérindiennes ou les créoles, les pidgins, mais les langues sont là. Donc, c'est la réalité. Mais c'est vrai que les résistances sont importantes et il faut les rappeler. Il faut rappeler les résistances. Elles ont commencé au premier jour. Elles ont été parfois individuelles et désordonnées et souvent collectives. Et puis, la fraternité aussi a commencé très tôt parce qu'on a des traces très tôt de personnes, soit de matelots qui protestent, de jeunes matelots européens qui protestent de ce qu'ils voient sur les navires négriers, soit par exemple de jeunes prêtres qui refusent la complicité de leurs églises. Donc, il y a aussi de la fraternité très tôt. Merci beaucoup, très intéressant. Et en fait, je réalise que mon grand drame en ce moment, c'est que nous n'avons que 30 minutes et j'ai beaucoup de questions pour vous. Donc, je crois qu'on va continuer jusqu'à 15h ou 16h. Là. Vous avez glissé un peu vers le terrain où je veux vous amener. Merci d'ailleurs. Ma prochaine question se situe par rapport au fondement de la société occidentale moderne, qui se trouve en grande partie dans le siècle des Lumières européens. On parle de Voltaire et Kant, Linné, Rousseau, Locke, Hobbes. Et on sait que Voltaire, et vous le décrivez dans votre livre, Voltaire avait des intérêts dans la traite négrière. Kant et Carl von Linné, ils ont contribué aux théories raciales, clamant l'infériorité des Noirs. Ainsi, dès leur inception, les grandes théories sociales et politiques ont été trempées dans le racisme, dès le départ. Mais cette question est rarement abordée. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut remettre l'expérience européenne dans un cadre régional et ne plus la percevoir comme le symbole de l'universalité. D'arrêter de voir l'expérience européenne comme l'épitome, pas l'épitome, mais le paragon du progrès humain. C'est une grande question. Je suis désolé, mais je voudrais vous entendre sur ce point. Oui, c'est une grande question, mais je crois que les faits sont en train de réaliser cela. À telle enseigne que, par exemple, on voit à quel point il y a des angoisses dans des sociétés européennes, des angoisses sur le grand remplacement, des inquiétudes sur les statistiques et le nombre de personnes, la peur de religions qui sont en Europe depuis très longtemps, mais qui sont simplement devenues visibles. Parfois, il faut faire des parenthèses un peu ironiques en rappelant que les 3 religions monothéistes sont nées en Orient. Donc, les guerres de religion, c'est, bon voilà, si elles n'étaient pas aussi meurtrières, ce serait presque drôle. Les 3 religions monothéistes viennent d'Orient. Mais on voit bien que comment dire, l'impérium, d'une certaine façon, c'est-à-dire le magistère européen sur les échelles de valeurs, sur les grands principes, sur ce qu'on appelle l'universalisme européen, cet impérium est ébréché. Pour une raison toute simple, c'est que soit cet universalisme est réel, mais alors il est vraiment universaliste, c'est-à-dire qu'il provient de toutes les sociétés humaines. Il ne peut pas avoir une seule racine, une seule source, une seule origine. Soit ça n'est pas un universalisme, c'est juste un autre impérium.
C'est un impérium mental, intellectuel, spirituel, c'est un autre impérium. Donc, pour ma part, je crois que de toute façon, il y a de très grands auteurs qui ont interrogé cet universalisme. J'ai évoqué tout à l'heure Glissant, mais il y a des personnes comme Wole Soyinka aussi, il y a de très grands esprits en Amérique du Sud, des personnes comme Eduardo Galeano, ce sont des personnes qui ont interrogé cet universalisme tout simplement à l'aune, à la mesure des histoires, des principes, des chartes. On nous parle souvent universalisme européen, Magna Carta, première déclaration des droits de l'homme en Grande-Bretagne en 1222, en 1215, et alors qu'il y a la Dunia Makilikan de Soundiata Keita qui date de 1222 et qui a une vraie charte des droits humains et de la solidarité, alors que la Magna Carta en 1215, en fait, c'est une charte d'opposition de bourgeois, on dirait, d'une certaine façon, de seigneurs contre Jean Santerre. Mais bon, voilà, et c'est une charte qui va s'enrichir de droits humains au fur et à mesure, ça va prendre presque 90 ans d'enrichir cette charte de dispositions qui vont concerner toutes les personnes, tous les êtres humains, et pas seulement les seigneurs, les féodaux qui contestaient le pouvoir de Jean Santerre. Donc, lorsqu'on regarde, on peut trouver des tas d'exemples de ce genre. Donc, moi, je crois que même pour l'Europe elle-même, il faut qu'elle sorte de ce fantasme, de ce conte, de ce boniment, pardon, j'y mets des guillemets parce que je ne veux pas être agressive, mais je vais être précise dans les termes. C'est un conte que certains ont inventé et ont raconté. Donc aujourd'hui, je pense que l'Europe a tous ses mérites. L'Europe a produit, c'est la partie du monde qui a produit les premiers textes contemporains, les premiers textes de droits humains, de protection, de lutte contre la torture, de récusation de la peine de mort, etc. L'Europe a ses mérites, mais ses mérites suffisent. C'est pas la peine d'avoir une escroquerie intellectuelle qui consiste à dire que de cette partie du monde aurait surgi une espèce de lumière qui éclaire la terre entière. Non, on trouve sur tous les continents, y compris dans les civilisations et les cultures précolombiennes, les Aztèques, les Incas, etc., qui n'étaient pas non plus des saints, d'ailleurs, c'était des hommes comme les autres, avec leurs défauts et leurs qualités, mais on trouve dans les cultures et les civilisations des principes que l'Europe a érigés et a réussi simplement parce que l'Europe a dominé le monde pendant un moment. Merci, c'est très juste. de sortir de la validation des connaissances européennes. Encore toujours dans ce même sentier, vous nous guidez très bien dans ce sentier, donc on va continuer à vous suivre. La suprématie blanche a façonné le monde moderne, hein, ce que Charles Mills appelle le contrat racial. L'esclavage et la colonisation sont des facteurs déterminants qui ont grandement contribué aux inégalités systémiques modernes, le racisme systémique moderne, pour être plus précis. Vous abordez la question des réparations dans votre livre, qui est une question qui est extrêmement importante. Et j'aimerais que vous puissiez revenir sur les moyens de rééquilibrer cette donne d'un point de vue local, mais aussi d'un point de vue mondial. Parce qu'entre autres, vous mentionnez qu'une réparation financière, seulement financière, équivaudrait à quantifier le drame de l'esclavage, lui donner une valeur monétaire, ce qui est en fait l'essence même de cette pratique. Mais comment est-ce qu'on fait pour rééquilibrer ces pouvoirs dans une société capitaliste où, malheureusement, l'argent est le moteur principal? On peut choisir justement de conforter la société capitaliste, donc de se soumettre à son échelle de valeur. On peut choisir aussi de considérer que ce n'est pas le seul type de relation que l'on peut avoir, ni dans une société, ni dans le monde. Donc, sur la question des réparations, vous avez raison de dire que la traite négrière et l'esclavage, et on regarde les chiffres, hein, les premières traces retrouvées, c'est 1441, la dernière abolition, c'est 1888. Voilà, donc c'est vraiment 4 siècles et demi. On ne peut pas dire que ça n'a pas de trace. On ne peut pas dire que ça n'a pas de trace. Donc, les sociétés contemporaines, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, évidemment, dans l'océan Indien,
ces sociétés-là portent l'empreinte, non seulement de cette longue période de la traite négrière et de l'esclavage, mais également du mode de sortie de ce système. Parce que comment on en est sorti? On en est sorti quand même en indemnisant les maîtres. On en est sorti quand même massivement en fournissant aux maîtres une compensation financière pour la main-d'œuvre gratuite qu'ils allaient perdre. Il n'y a nulle part où on ait indemnisé les esclaves. Aux États-Unis, il a été question de donner aux esclaves une mule et 40 acres. Il en a été question, mais ça ne s'est pas fait. C'est déjà peu de choses. Mais en plus, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Autrement dit, lorsqu'on sort du système, alors déjà, on comprend facilement que ce système d'exploitation, il met des personnes dans une situation de dépendance, d'infériorité et de vulnérabilité. Quand on sort du système esclavagiste, forcément, même si on ne regarde pas les conditions dans lesquelles on en sort, forcément, les personnes qui, pendant des siècles, ont été surexploitées et sur le dos desquelles on a inventé justement ces grandes théories. Le racisme a été inventé. Toutes les théories de la race, toutes les théories sur la hiérarchie des races, toutes les théories sur l'angle facial, sur le nez, sur le poids du cerveau, etc., ce sont des foutaises, j'y mets des guillemets, qui ont été inventées pour justifier un système lucratif. Parce que quand même, ils avaient beau aimer les affaires, ils se rendaient bien compte que c'était des hommes, des femmes et des enfants qu'ils capturaient, qu'ils entravaient, qu'ils enchaînaient, qu'ils vendaient, qu'ils fouettaient, qu'ils exploitaient. Ils s'en rendaient bien compte. Et tout ça, ils le faisaient avec la bénédiction de l'Église. Il fallait bien expliquer cela quand même. Il fallait bien le justifier. Il fallait bien construire quelque chose qui le rende supportable. Donc ces théories du racisme, ces théories racistes et raciales, elles viennent du système esclavagiste. Il suffit de chercher d'ailleurs les occurrences sémantiques. On voit bien que c'est très lié au système de la traite négrière et de l'esclavage. Donc, il faut le dire. Alors, il y a ça. Donc, forcément, les conséquences ne peuvent pas disparaître comme ça. Ensuite, comment on en sort? On en sort en indemnisant les maîtres, c'est-à-dire qu'ils gardent les grandes parcelles foncières qu'ils ont, qu'ils n'ont pas payées. Hein, c'est la colonisation, donc on leur donne des terres, vous les défrichez, vous les mettez en valeur, qui les met en valeur? Les esclaves, justement. Bon. Donc, ils gardent tout ça à la sortie du système esclavagiste. Ils gardent tout ça. Ils ont des indemnités et ils sont accompagnés dans la transformation de l'économie, d'économie agricole de rente, avec parfois une monoculture, le tabac ou la canne à sucre, ou le cacao, ou le café, etc., d'une monoculture ou d'une biculture de rente, on les accompagne pour entrer dans le capitalisme industriel. Donc, aujourd'hui, évidemment, on est devant tout ça, donc ça fait quand même pratiquement 5 siècles d'injustice. Comment on en sort? Individuellement avec ses gros bras? Non. Quels que soient les mérites et les gros bras, l'épaisseur des bras, et quelle que soit la finesse intellectuelle, on ne peut pas en sortir comme ça. Comment on en sort? En recevant justement dans la logique capitaliste une indemnité, là, c'est notre tour, là. C'est notre tour, un siècle et demi après. On dit, ça y est, c'est notre tour, on a droit à une indemnité. Moi, je m'y oppose. Alors, je ne porte aucune critique sur les personnes qui disent, moi, je veux que la réparation, le seul moyen de vous faire mal, le seul langage que vous compreniez, c'est la finance, donc j'exige que vous payiez. Je ne porte aucune critique sur les personnes qui font ce choix-là. Et dans une société comme les États-Unis, l'Amérique du Nord, dans cette société qui est une société très judiciarisée, qui est une société très monétarisée, les préjudices ont un coût, une valeur, etc. Ça se passe parfois comme ça, parce qu'on attaque des banques qui ont construit des siècles de capitaux sur la traite négrière et l'esclavage, des universités parfois aussi qui reconnaissent elles-mêmes qu'elles ont découvert dans leurs archives qu'elles avaient participé au système de traite et elles proposent de réparer en octroyant des bourses, etc. Les sociétés ont leur logique. Voilà, moi, c'est pas la mienne, c'est pas la mienne. Donc, moi, je pense, par contre, je dis qu'on ne peut pas évacuer la question des réparations. Et sur ça, j'ai 2 principes. Le premier principe, c'est que le crime est irréparable. Et je pense que la première chose à dire, c'est exiger qu'il soit posé comme tel. Le crime est irréparable.
Et on ne peut pas prendre au sérieux une parole publique si cette parole publique ne commence pas par dire que le crime est irréparable. Ensuite, il y a justement le système lui-même et le mode de sortie du système esclavagiste qui a provoqué toute une série de conséquences qu'il faut réparer. Qu'il faut réparer. Et en réparant cela, par exemple, là où il y a des territoires où il n'y a pas de disponibilité foncière. Donc, il y a des personnes qui sont condamnées, même dans 5, 6, 10 générations, n'auront pas de terre chez eux. Et il y en a qui ont d'énormes propriétés foncières qu'ils n'ont pas payées. Donc, ça, c'est une question dont la justice doit s'emparer. Alors, pas forcément la justice pénale, etc., mais la justice au sens de la justice sociale et la justice morale doit s'emparer de ça et voir comment on le traite, sans guerre civile. Moi, je ne suis pas pour qu'on prenne les armes en disant « vous êtes descendants de colons, de maîtres, d'esclaves, je vous étripe et je prends vos terres », sans guerre civile. Je pense que nos sociétés modernes sont capables de réfléchir à des dispositifs de morcellement, de rachat de terres, de redistribution. Il y a des procédés possibles. Ensuite, il y a tout ce que les esclaves ont inventé pendant 4 siècles et demi. Les langues, les chants, la cosmogonie, l'explication, la connaissance des plantes, les dialogues avec les populations amérindiennes qui étaient sur ces territoires-là, les noms dans la toponymie, on trouve aujourd'hui encore des noms de lieux qui sont des noms amérindiens. On trouve des noms de lieux qui sont des noms africains. Donc, il y a tout cela. Il y a les langues qui ont été inventées. Il y a toutes ces formes d'expression culturelle et artistique. Les arts, la peinture, toutes les contes, tout ce qui, la mémoire orale, donc le savoir qui est transmis, la connaissance des territoires, et puis évidemment ces richesses auxquelles toutes ces personnes ont contribué. Mais ça peut se réparer. Ça peut se réparer, des politiques publiques qui mettent en valeur, qu'on ne continue pas. Moi, je regarde le travail que vous faites, je prends encore un exemple, c'est parce que je vous aime beaucoup, mais vous n'êtes pas le seul artiste que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup. Mais le travail que vous faites, c'est du volontarisme, c'est sur votre temps d'artiste, c'est votre savoir d'artiste, c'est votre talent d'artiste. Mais une politique publique, ça permet d'amplifier ce travail de recherche, ça permet d'amplifier ce travail de partage, ça permet d'amplifier ce travail de connaissance. Et ça donne quoi après? Ça donne que ni ma génération, ni votre génération, en tout cas que les générations qui viennent derrière, ne seront pas comme ma génération et la vôtre, obligées de rechercher, obligés de comprendre, obligés d'écrire pour diffuser, etc. Non seulement ça se fait de façon très dispersée parce que ce sont des individualités ou des associations militantes ou des chercheurs, mais en plus, ça n'imprègne pas la société. Tandis que si on a des politiques publiques, nous aurons une génération qui va grandir en sachant cela, en connaissant cette histoire, en comprenant cette histoire et en comprenant très vite des tas de choses. Donc, capable de se mobiliser contre les injustices, pouvant comprendre d'où vient le racisme et donc comprendre que c'est intolérable. On est une génération qui sera imprégnée d'autres choses, qui grandira avec d'autres schémas et d'autres repères et donc aussi d'autres réflexes. Donc, moi, je me bats pour qu'il y ait des politiques publiques qui mettent en valeur et en lumière à la fois les enseignements de cette histoire, mais aussi la beauté du patrimoine culturel, artistique, linguistique que les esclaves, les marrons et tous les résistants sur les plantations ont apporté au patrimoine global de l'humanité. Si. J'ai envie de faire une petite parenthèse concernant cette filiation et le dédommagement des propriétaires britanniques d'esclaves qui, au final, les contribuables britanniques ont fini de payer la dette contractée pour dédommager les propriétaires d'esclaves en 1834. Ils ont fini de payer cette dette-là en 2015. Et donc, pour moi, ça démontre toute cette filiation, justement. Il nous reste 4 minutes à cette conversation. Et bon, j'ai encore plusieurs pages de questions. On devra faire un épisode 2.
Mais j'aimerais, parce qu'il y a quelque chose que vous avez abordé que je trouve extrêmement important dans votre livre par rapport à ces dites réparations, et c'est l'annulation de la dette des pays africains, qui, je crois, pourrait justement contribuer à une forme de réparation pour ces siècles d'exploitation, d'esclavage et de colonisation. Donc, peut-être en 4 minutes, peut-être nous aborder cette question, puis après, je vais passer la parole à Madame Marie-André Lamontagne. Bon, alors, je vais être obligée de vous faire une réponse schématique. Il y a la question de tout ce qui est dû par rapport à ces 4 siècles et demi de travail gratuit. Il y a la question effectivement d'indemnisation des colons et des anciens maîtres. Il y a la question de la dette, de la rançon d'indépendance qui a été imposée à Haïti, qui a payé pendant 150 ans à la France, une dette inventée par la France monarchique pour dire que Haïti devait, parce qu'elle a pris son indépendance, qu'elle a appauvri les colons, qu'elle elle a asphyxié évidemment une ressource importante pour la France, la métropole française, que Haïti leur donne. Donc Haïti a payé cette dette-là. Bon. Ça, c'est une vraie rançon d'indépendance. Haïti a continué à payer jusqu'au milieu des années 50. Donc, elle a payé sous la monarchie, elle a payé pendant la République aussi. Hein. Donc, on était dans les années 50, on était déjà à la 4e République en France. Bon. Et puis, il y a la dette des pays du Sud, des pays principalement d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Cette dette est encore une autre escroquerie. C'est une autre escroquerie parce que c'est une entourloupe comme celle qui a permis d'indemniser les maîtres à la sortie du système esclavagiste. C'est une entourloupe qui a consisté à dire aux anciennes colonies, on vous donne un peu de sous, vous ne transformez pas vos produits, c'est l'exclusif colonial de... Colbert a imposé l'exclusif colonial pour les colonies françaises, pas un clou ne sort des colonies. En clair, vous ne transformez pas vos produits. Voilà, donc ne faites pas de concurrence à l'eau de vie de betterave avec votre eau de vie de canne, par exemple. Donc, vous ne transformez rien du tout, vous n'exportez que des produits bruts. Mais la dette des pays du Sud, c'est la même chose, c'est la même escroquerie. Vous exportez vos produits bruts. L'or, le diamant, les bois tropicaux, vos denrées agricoles non transformées. Vous pourrez exporter tout ça, on va même vous accompagner, on va même vous donner des sous, et puis vous allez nous rembourser ces sous. Mais évidemment, on ne donne pas des sous comme ça, on les prête et on les prête avec intérêt. Et où se tient l'escroquerie? La double escroquerie, dans ça, évidemment, mais aussi dans le fait que ces pays-là ont remboursé déjà le capital plusieurs fois. Plusieurs fois. La dette est telle qu'en remboursant les intérêts, ces pays du Sud ont déjà remboursé le capital plusieurs fois. Donc ça suffit, quoi. Ça suffit. On est dans un monde où on sait compter, où les chiffres circulent. Donc, on sait voir ça. Maintenant qu'on l'a vu, OK, on ne vous demande pas de crier pardon, mais on arrête là, on efface l'ardoise. Tout à fait. Je pense que le terme escroquerie est très juste et qu'en fait, l'Occident a une dette envers l'Afrique. Et sur ce, je vais passer la parole pour les questions littéraires à Madame Marie-André Lamontagne. Merci beaucoup pour cette conversation stimulante et on se reverra dans 10 minutes pour répondre aux questions du public. Merci. À tout à l'heure, Webster. Merci Webster, c'était tout à fait passionnant vous écouter tous les deux et j'ai hâte d'entendre les questions du public. Alors je vous propose de faire un petit, même pas un pas de côté parce qu'on est la littérature, rien de ce qui est humain n'est étranger à la littérature, n'est-ce pas? Vous êtes bien d'accord. Alors je vous propose une variation littéraire du questionnaire de Proust de manière à dessiner, non mais vous allez voir c'est 4 ou 5 questions, de manière à dessiner les contours d'une bibliothèque idéale selon Christiane Taubira. Alors, et cette bibliothèque destinée aux jeunes gens en particulier, avec cette idée en filigrane que la littérature est aussi une forme d'apprentissage, une manière de se former, et pas seulement en ce qui concerne les étudiants de lettres, bien sûr, mais tout jeune gens et tout être humain, au fond. Et donc, les questions sont basées, je vais vous demander de puiser dans votre bibliothèque à la fois physique et mentale pour y répondre. Les questions sont basées sur une formule quel livre faut-il avoir lu si
et puis vous répondrez. Et comme on dit dans les examens, justifiez brièvement votre réponse, s'il vous plaît. Et puis j'ajoute pour le public que Madame Taubira ne connaît pas les questions que je vais poser à l'instant. Donc, mais sa culture littéraire, je suis sûre, va faire le reste. Alors, je suis même très inquiète, pour être franche. Ah, mais non, vous allez voir. De toute façon, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Première question. Quel livre faut-il avoir lu si on doit faire de la politique ou si on veut faire de la politique? Oh là là! Oh là là! Moi, c'est vraiment la dernière chose que je conseillerais, c'est un vade-mecum en politique. C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir lu tous les livres enfin, peut-être une dizaine ou une demi-douzaine de livres qui parlent de la nature humaine, qui parlent des sociétés, qui parlent des injustices collectives sociales. Je pense à des auteurs, donc lorsque je réponds cela, je pense par exemple à Toni Morrison qui explique avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de clarté, beaucoup de force, justement ce que sont les sociétés où l'esclavage a eu lieu, où l'esclavage a régné. Je pense à un auteur turc, par exemple, Yaşar Kemal, qui parle d'une société paysanne qui est opprimée et d'où émergent des personnalités qui n'acceptent pas les injustices. Je pense peut-être aussi à Jacques Roumain, qui parle aussi d'une société paysanne, mais dans la Caraïbe, non pas en Turquie cette fois-là, mais dans la Caraïbe. Je pense à de grands auteurs d'Amérique du Sud, beaucoup d'Amérique du Sud. On fait de la politique si on n'a pas la sensibilité des gens, de leur vulnérabilité. Voilà, donc Garcia Marquez, je nomme que des gens très connus. Hein. Je nomme que des gens très connus. En Afrique, évidemment, il y a des gens comme Chinua Achebe, par exemple. En Afrique du Sud, il y a des gens comme André Brink, par exemple, aussi sur la même thématique que Toni Morrison, que j'évoque. Je pense à une écrivaine fabuleuse, extraordinaire, qui est éditée d'ailleurs à Mémoire d'Encrier, ou rééditée à Mémoire d'Encrier, qui est une édition de chez vous. C'est Sindiwe Magona, qui est une écrivaine fabuleuse et qui aborde des sujets difficiles, sensibles. Par exemple, Mother to Mother, une mère écrit à une mère, la mère d'un jeune homme qui a tué une jeune fille, donc la mère de la jeune fille, c'est quelque chose d'absolument à la fois terrifiant et éblouissant. Donc voilà, vous m'avez dit de répondre en quelques secondes, je suis partie là, je suis désolée. Ben, je vois bien et c'est parfait. J'espère que tout le monde prend des notes, mais il y a une trace de toute façon, là, il y a un enregistrement. Quel livre, et je parle au singulier, hein, ma question elle est toujours au singulier, je précise. Ah, tout à l'heure c'était au singulier? Mais si vous voulez, de toute façon, on prend tout de vous. Alors, quel livre vaut-il mieux avoir lu quand l'amour vous tombe dessus? Ah, l'amour, comment se débrouiller avec l'amour? Comment se débrouiller avec l'amour? Alors, il peut y avoir de la légèreté. À ce moment-là, on pense à Jorge Amado. À Jorge Amado, oui. Il y a beaucoup de légèreté dans l'amour, la capacité à aimer plusieurs personnes, parfois plusieurs personnes en même temps. Mais vraiment, tout bien, tout honneur. Hein. C'est pas des orgies ni des machins, mais bon, voilà, c'est un cœur immense, large comme l'océan, donc capable d'aimer beaucoup. Sur l'amour, Jorge Amado. Sur l'amour, qui encore? Ah, l'amour très douloureux, je pense à Zora Neale Hurston, écrivaine africaine-américaine. Oui, américaine. C'est de l'amour très, très douloureux. De l'amour léger, c'est comment là, l'insupportable légèreté de l'être là, de Kundera. C'est pas toujours léger, hein, c'est pas léger dans toutes les pages. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme amour léger? Non, c'est bien, on a déjà 3 titres là. Je poursuis parce que pour nous aussi, le temps est compté. Quel livre faut-il lire quand le moral est plus bas? Ah ben moi, quand le moral baisse, je ne lis pas forcément des choses joyeuses. Je prends des livres très denses. Je lis peut-être du Richard Powers. C'est pas sombre, mais c'est dense. Je lis Toni Morrison parce que je la lis dans tous les états d'esprit. Hein. Je
je vais lire Eri De Luca, quelqu'un que je lis aussi volontiers, parce qu'il a une vision du monde qui permet de comprendre le monde, de clarifier des choses, à la fois des choses subtiles ou des choses très, très globales, quoi. C'est... Bien. Quel livre faut-il avoir lu si on ambitionne de changer le monde? Alors, si on ambitionne de changer le monde, il faut faire attention parce qu'il y a eu des idéaux, je parlais tout à l'heure d'éthique et d'idéal, il y a des idéaux qui sont des idéaux qui finissent par devenir inhumains. Ils sont très beaux littérairement et littéralement, ils sont très beaux, mais ils deviennent inhumains parce qu'ils veulent faire le bonheur des gens contre les gens eux-mêmes. Donc, pour ces raisons-là, moi, je pense que il faut lire des poètes, il faut lire des gens sensibles, mais pas des poètes rêveurs, hein. Enfin bon, aussi on peut les lire. Je pense à quelqu'un comme Mahmoud Darwish, qui est un immense poète palestinien, qui malgré la tragédie de la Palestine est quelqu'un sans rancœur, mais avec profondément de tristesse, mais une lucidité qui jamais ne s'obscurcit. Voilà, moi voilà, si je veux être sûre que il faut chercher en soi et regarder avec les autres comment on peut transformer le monde pour le rendre plus juste, plus fraternel, plus amical. Oui, je vais lire des gens comme ça, comme Darwish. Oui. Quel livre faut-il lire pour apprendre à penser contre soi parfois? Les philosophes. Il faut lire, alors les bons philosophes, pas Hegel, parce que ça c'est un petit clin d'œil pour Webster, là, Hegel fait partie de la cohorte qu'il a citée tout à l'heure. Sur les préjugés contre les Africains notamment. Alors, quel livre pour penser malgré soi? Pour penser malgré soi. Est-ce que je citerai un philosophe en particulier? Moi, je pense que Spinoza nous oblige à penser profondément et à aller contre les dogmes, avec le courage en plus de la pratique réelle. Penser malgré soi, Montaigne d'une certaine façon aussi. En Afrique, j'ai envie d'aller par là. Il y a un philosophe contemporain qui s'appelle Blaise Diagne, qui produit une réflexion de très grande qualité. Il y a de jeunes philosophes qui expliquent le monde. Et quand on comprend le monde, on peut se méfier de soi, apprendre à se méfier de soi. Je pense à Achille Mbembe, qui est un philosophe. Oui, je suis embêtée parce que tout ça, c'est idiot parce que si j'avais, c'est pas pour me défausser, mais en connaissant ces questions par avance, on se pose et puis on fait des propositions plus utiles. Wow, c'est très bien. Je serais frustrée parce que j'aurais aimé, cette nuit, je me dis, zut, tu aurais dû proposer ça. Ouais, ben, il sera toujours temps de nous faire passer votre liste par la suite. D'accord. Ben, bien sûr, toute dernière, on pourra la mettre sur le site, sur nos sites respectifs. Je suis sûre que l'Observatoire québécois des inégalités et le Festival Métropolis Bleu sera ravi. Dernière question. Une nuance, hein, je me suis trompée, c'est pas Blaise Diagne, hein, c'est Bachir. Souleymane Bachir Diagne. Oui, Souleymane, voilà. Il sera au festival d'ailleurs, on est en rapport avec lui, il sera au festival au printemps prochain. Donc, ah oui, il a une très belle pensée. Oui, tout à fait. Alors, toute dernière question, vraiment, quelle question personnelle, mais elles étaient personnelles d'une certaine manière, on se révèle dans ces lectures. Quel livre vous a donné, le livre au singulier, le plus grand bonheur de lecture de votre vie de lectrice? Ce sera ma dernière question. Madame, c'est impossible, madame. Je lis depuis que j'ai 7 ans, 8 ans, 9 ans. Donc, je lis toutes les nuits. Je lis toutes les nuits. J'ai toutes sortes de bonheurs de lecture. J'ai toutes sortes de bonheurs de lecture. Moi, j'ai envie de mettre en valeur quelques écrivaines contemporaines, là, récentes. J'ai envie. Des personnes comme Yaa Gyasi. Alors, Chimamanda est déjà très bien connue. Yaa Gyasi, Brit Bennett, on a des jeunes écrivaines, là, des filles qui vraiment promettent. Hein. Elles suivent bien les Toni Morrison, les Tonika Bambara, elles les suivent bien, les Maya Angelou, elles les suivent bien. Qui j'ai envie, bonheur de lecture. Moi, j'ai du bonheur toutes les nuits, madame, toutes les nuits. C'est très bien. André, pardon. C'est très bien, très bien. Vous avez remporté le grand oral, Madame Taubira. Le grand oral. Avec vraiment avec l'indulgence du jury, je reconnais.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'était très instructif et je suis sûre qu'on a noté. Et tant mieux si des jeunes gens maintenant se tournent vers ces livres pour apprendre, pour lire, pour avoir les bonheurs de lecture que vous avez périodiquement et même régulièrement. Alors, je cède de nouveau la parole à Webster qui va modérer la période de questions avec le public parce que je vois les questions s'accumuler là. Pour la dernière demi-heure, ce sera le public. Le grand oral se poursuit, Madame Taubira. Le grand oral. C'était un plaisir, Marie-André. Merci, Madame la Merci à vous. Merci à vous. Eh bien, rebonjour. Il y a beaucoup de questions. Oh, voilà vous! Oui, voilà, de retour. Il y a plusieurs questions du public et des questions très intéressantes. Et donc, j'ai bien hâte de vous entendre sur ces différents sujets. Je vais commencer par une question de Louise Testo-Ferry qui dit « Bonjour, pourriez-vous nous donner votre avis ou sentiment, Madame Taubira, à propos de la mise en place de la statue de la mulâtresse ?» J'aime pas beaucoup le terme mulâtre qui vient de l'esclavage, hein, c'est un terme animalier. Et donc, de la métisse solitude à Paris, dans le 17e arrondissement. Le voyez-vous comme un pas en avant majeur ou une hypocrisie peu convaincante de la part de l'État français? Merci. Alors, en fait, c'est un choix de la maire de Paris, Anne Hidalgo, d'ériger cette statue. Alors, vous avez raison d'avoir ce bon réflexe-là, Webster, sur les mots. On prend l'habitude, on entend, on lit Carteron, Octavon, mulâtre, mulâtresse. Ben non. Justement, c'était les catégories raciales de l'époque de la traite négrière et de l'esclavage. Donc, ça appelle notre vigilance. Il ne s'agit pas de critiquer, de dire qu'un tel... bon, voilà. Il s'agit de dire, attention, on a des réflexes, on répète des choses, mais les choses ne sont pas neutres. Bon. Donc, voilà, vous avez fait la démonstration. Merci. Alors, moi, je pense que c'est bien parce que le problème des protestations, du déboulonnage de statuts, de la contestation, des choses qui viennent périodiquement, parce qu'on a eu ça il y a quelques années, ça s'était tassé, ça s'était éteint, et puis après, ça ressurgit. Mais c'est parce qu'il y a un vrai sujet sur l'espace public. Il y a un vrai sujet sur les figures tutélaires qu'on trouve dans l'espace public. Et donc, à la limite, je dirais, moi, je ne pense pas que ce soit du tout de l'hypocrisie de la part de Anne Hidalgo, parce que c'est une femme politique qui est là depuis plusieurs années, qui a déjà fait des gestes, qui a des engagements, qui a pris des positions, etc. Donc, on connaît son profil politique. Donc, il faudrait être de mauvaise foi pour penser qu'elle fait un calcul en installant solitude dans l'espace public parisien. Mais je dirais que s'il ne s'agissait pas d'Anne Hidalgo, et que même si c'était de l'hypocrisie, je dirais comme les enfants, m'en fous. Ce qui compte, c'est que dans l'espace public, là où circulent les hommes, les femmes, les enfants, les ados, que dans l'espace public, il y ait des références qui fassent sens. Solitude s'est battue aux côtés de Delgrès, ont résisté au rétablissement de l'esclavage par Richepense en Guadeloupe, rétablissement donné par Napoléon Bonaparte. Solitude d'une femme enceinte se battait au fort Matouba avec Delgrès et d'autres. Et ils avaient promis de se battre jusqu'à la mort. Delgrès a fait exploser le fort, lui, il y est mort. Mais Solitude a été capturée avec d'autres. Ils l'ont laissé accoucher parce qu'ils considèrent que l'enfant dans son ventre ne lui appartenait pas, que c'était la propriété de son maître. Ils l'ont laissé accoucher, ils ont pris l'enfant qu'ils ont remis au maître et ils ont pendu Solitude le jour ou le lendemain de son accouchement. Elle a plus que sa place dans l'espace public. Merci. Il en faut d'autres. Et effectivement, même si ça venait d'un sentiment hypocrite, eh bien, le résultat et l'image que ça projette, le symbole que ça projette pour les gens qui pourront se voir enfin en statue, parce qu'on s'entend que les statues ne sont que dans un cadre particulier et ils ont toujours le même visage. Une autre question de Madame Audrey Duchesne. Dans l'esprit d'égalité, comment favoriser l'empowerment ou encore l'idée de justice restaurative face à la dénégation des cultures autochtones ou Shinangé?
Premières Nations des Amériques créoles et à la colonisation omnisciente. Alors, comment favoriser l'empowerment, c'est ça? Alors, je ne sais pas si elle entend là une puissance collective ou… moi, je crois qu'il y a deux échelles. Il y a le collectif et l'individuel. Il y a le collectif global. Moi, je suis pour des sociétés démocratiques, justes, égalitaires, où qu'elles se trouvent. Donc, ça, c'est le collectif global. Il faut que ces sociétés d'abord se proclament égalitaires, donc choisissent l'égalité comme idéal et mettent en œuvre des politiques qui rendent effective cette égalité. Je crois à ce collectif-là. Je crois aussi au collectif à l'intérieur des sociétés parce que c'est le résultat du monde, c'est le résultat de l'histoire du monde. Lorsque les Européens sont arrivés au Québec, par exemple, oui, il y avait ce qu'on appelle les Premières Nations. Il y avait les nations amérindiennes, donc il y avait les Inuits, enfin bon, peu importe, les Inuits, vous dites, vous? Oui, les Inuits, c'est ailleurs. Les Inuits sont au nord complètement. Voilà, sont plus au nord, les Inuits. Bon, donc avec des noms qui ont été parfois moqués, transformés, déformés. Vous rappeliez tout à l'heure, non, c'est pas tout à l'heure. Mais enfin, je sais que vous avez déjà expliqué que la communauté des Pawnees, voilà, ça a été déformé en Pani, je crois. Oui, exactement. Mais même Pawnees, même peut-être que Pawnees, c'est déjà une sonorité d'un mot amérindien, peut-être d'autres choses. Bon, peu importe, il y a des hypothèses, il faut accepter qu'il y ait des hypothèses, parce que dans ces communautés-là aussi, on a cherché à aliéner, on a empêché la transmission du savoir, des traditions, des connaissances, des légendes, on a empêché ça aussi. Donc, il y a des travaux de recherche à faire. Donc, moi, je crois aussi à ce collectif-là, c'est-à-dire qu'il y a des communautés humaines qui sont culturelles, qui ont une identité identifiable, enfin repérable, et qui ont des droits. Et puis, il y a les droits individuels. Il y a les droits individuels des citoyens, des citoyennes. Donc, moi, je pense que c'est tout ça qu'il faut traiter. Et tout ça se traite par des politiques publiques. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on lutte contre les inégalités, ce sont des politiques publiques de justice sociale. Et puis, on peut avoir plus d'ambition encore que lutter contre les inégalités. Moi, je fais vraiment une différence entre l'exigence d'égalité et la lutte contre les inégalités. Je lutte contre une inégalité donc ponctuelle, je la répare, mais je n'ai pas forcément créé les conditions pour que la personne qui subissait cette inégalité puisse s'épanouir et jouir de tous ses talents et pouvoir donc justement mettre à la disposition de tous, choisir sa destinée personnelle, mettre à la disposition de tous les résultats de ses talents. Je n'ai peut-être pas fait ça juste en luttant contre les inégalités. Donc, l'empowerment proposé, suggéré par Mme Duchesne, à mon avis, entend ça beaucoup plus la lutte pour l'égalité que les luttes contre les inégalités. Et pour citer une phrase que j'ai lue dans un livre excellent, le vôtre, vous parlez d'une lutte et des initiatives institutionnelles incluant les personnes, mais non conviées, mais plutôt associées. Et pour moi, je trouve que c'est une des lignes les plus importantes de votre livre. Non conviées, mais plutôt associées. Excusez-moi, j'ai fermé le son. Une question de Mme Pascale Anoual. Donc, diriez-vous que la cosmogonie, la guérison, le social n'ont pas été inventés, en guillemets, ni découvertes, en guillemets, mais inspirés et reconnus du savoir retenu et passé de l'avant via nos ancêtres? Donc, en quelque sorte, les arts que nous exprimons au patrimoine sont des copies de la vie, la nature et la beauté qui existaient dans l'harmonie pré-holocauste esclavagiste. Donc, c'est une question-affirmation. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. Non, moi, de ce que j'ai compris, ce que je dirais, c'est que moi, je pense que toutes les sociétés humaines, à partir du moment où l'homme, enfin, moi, je ne vais pas refaire les trucs de homo avant l'homo sapiens, puis le sapiens sapiens. Mais moi, je crois que justement, l'art est vraiment l'expression d'une humanité consciente.
Il y a les instincts, il y a les réflexes, il y a des tas de comportements mécaniques et automatiques. Et puis, il y a ce qui est fait de la transcendance humaine. Bon, il peut y avoir de la spiritualité, il peut y avoir des croyances, il y a la religion. On peut aller chercher tous les étages qu'on veut, mais il y a en commun, je pense, la transcendance humaine, c'est-à-dire la conscience d'être, la conscience qu'il y a un avenir, donc la conscience du temps, être capable de se projeter, de se dire dans 20 ans. Donc, dans 20 ans, je ferai ça, dans 20 ans, je serai malheureux, toujours malheureux, dans 20 ans, je serai toujours heureux. Donc, voilà, cette capacité à se projeter. Et c'est ça qui permet l'art, je crois, les expressions culturelles et artistiques. Donc, ça veut dire, lorsque je dis ça, j'entends que toutes les sociétés humaines ont eu des expressions culturelles et artistiques. Toutes. Et parce qu'on parle de la traite négrière et de l'esclavage, je dis que, y compris pendant cette période, aussi bien les esclaves, mémoire de leur société africaine du départ, échanges dans les cales de bateaux avec des personnes qui ne parlaient pas, parce qu'on les mélangeait exprès pour éviter les révoltes. Donc, ils ne parlaient pas les mêmes langues, ils n'avaient pas les mêmes dieux, les mêmes références, etc. Mais il se passe quand même quelque chose dans la cale du navire négrier. Dans les plantations, c'est pareil. Bon, c'est bien, le blues, le jazz, etc. Tout ça, ce sont des produits de... Bon. Donc, mais même les sociétés esclavagistes, elles continuaient, elles, à produire des expressions artistiques et culturelles. Elles continuaient. Et il y a eu des syncrétismes. On trouve des traces dans les Amériques de danse, de chant, d'instruments, etc. européens. Et quoi qu'on pense l'Europe, elle est imprégnée de choses qui viennent d'Afrique et des Amériques. Parce que la navigation, c'est ça, ça apporte des choses. Ça rapporte du savoir, ça rapporte des talents. Donc, la pharmacopée, c'est pareil. Aujourd'hui, les grands groupes pharmaceutiques industriels et multinationaux, on sait, la bataille pour les molécules, etc. Mais le savoir, ils vont le prendre dans des communautés humaines qui ont conservé le savoir. Pendant la traite et l'esclavage, les femmes, elles connaissaient les herbes qui faisaient avorter. Les femmes et les hommes connaissaient les herbes qui empoisonnaient le bétail. Y compris celles qui empoisonnaient le maître. Et moi, je veux bien ceux qui veulent faire des leçons de morale sur l'époque. Merci. Et en ce moment, pour combattre les feux en Californie, l'État californien revient vers les techniques ancestrales que les Premières Nations donc, faisaient des feux cérémoniels et ça permettait de pouvoir circonscrire ces incendies-là. Mais avec la colonisation, ils ont empêché les Autochtones de faire cette pratique et avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui, 200 ans plus tard. Et donc, ils sont en train d'étudier comment les Autochtones faisaient pour y revenir, ce qui semble un peu ironique au final. Une question de Jessica Oder-Tarin. Que faire au niveau de la décolonisation des esprits? Que répondre aux commentaires renvoyant les revendications d'égalité des Noirs, des Afro-descendants et Africains à de la victimisation et à du passéisme? Des choses qu'on entend régulièrement. Alors, il y a de la victimisation, mais elle est réelle. Elle est réelle. Moi, je n'ai pas une approche doloriste, je n'ai pas une approche victimaire, mais je n'ai pas d'autorité pour dire aux gens qui sont peut-être enfermés dans une souffrance, vous n'avez pas le droit d'enfermer votre identité dans cette souffrance exclusivement. Autant que possible, j'essaie par ma parole, par mon travail, de faire en sorte que dans l'intérêt même de ces personnes, elles sortent justement de cela. Parce que la conscience victimaire, non pas la conscience de venir d'une histoire où les personnes ont été victimes, mais la conscience victimaire, c'est-à-dire l'enfermement dans le fait que la vie a été insupportable, elle a été injuste, qu'on a subi, que bon, voilà, que cette conscience-là, ça neutralise des tas d'autres choses, ça neutralise des potentialités, ça neutralise des capacités. Donc, dans l'intérêt même des gens, personne n'a intérêt à se réserver une identité de victime. Ensuite, je rappelle que nos ancêtres n'ont pas été des victimes. Elles ont été des victimes au sens où elles ont subi le joug d'un système très armé, très puissant, très structuré et organisé. Et en face de ce système-là,
elles étaient démunies, mais elles se sont quand même munies, elles se sont quand même prémunies. Donc, ces personnes-là ont montré par toutes sortes de résistances. On a parlé du marronnage tout à l'heure, hein, Webster, mais vous avez évoqué, vous aussi, la résistance dans les plantations. J'évoquais l'empoisonnement du bétail, c'est une forme de résistance. Les incendies qui étaient faits dans les plantations, c'est une forme de résistance. L'empoisonnement du maître, c'est une forme de résistance. L'avortement, c'est de la résistance. Même la façon, le fait de chanter le soir, de chanter le dimanche, c'est de la résistance. Le fait de planter des ignames là, dans une toute petite parcelle de terre, de planter des ignames pour se nourrir, pour être mieux en vie que ce que donnent les maîtres, c'est de la résistance. Le fait de garder des traces des langues, on a encore dans les Amériques, on en a en Guyane, on a des mots qui sont des mots africains, y compris dans la langue créole, mais bon voilà, on a des noms africains, etc. C'est de la résistance. C'est refuser justement d'être des meubles, c'est refuser d'être des bêtes de somme. Donc ces personnes-là ont résisté sous la forme maximale du marronnage. On part en sachant qu'on sera pourchassé par des chiens, des molosses et qu'on sera tué. Et puis il y a la résistance au quotidien. On refuse de cesser d'être un être humain, on refuse de cesser d'être soi, on refuse d'oublier son propre prénom, on refuse, puisqu'on leur donne un autre nom, on refuse d'oublier ses chants, sa langue, etc. C'est de la résistance. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que ces femmes et ces hommes ont résisté sous toutes les formes. Et c'est pour ça que nous devons être conscients que notre identité ne peut pas être une identité de victime. Nous avons survécu à tout ça. Nous portons en nous un capital phénoménal. Nous portons le monde en nous. Parce que les traces de l'Afrique n'ont pas disparu, parce que la rencontre dans les Amériques avec les Amérindiens ont donné quelque chose de nouveau, parce que la présence des maîtres européens a permis de malaxer autre chose encore. Donc nous portons tout ça, nous avons survécu en portant tout ça. Donc voilà, nous ne sommes pas des victimes, même si, je répète, je m'incline, je respecte les gens qui se vivent comme victimes, mais bon, si on a conscience de la puissance qu'on porte en nous, ben on verra, on va mettre notre empreinte sur le monde. On va recommencer à mettre notre empreinte sur le monde. Encore une fois. Et c'est ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que la déshumanisation de l'esclavage était telle que ces formes de résistance étaient perçues comme des maladies. On pense à Samuel Cartwright dans les années 1850 aux États-Unis et cette fameuse maladie de la drapétomanie, qui était la propension à fuir. On disait que si un esclave fuyait, c'est qu'il y avait une maladie. Et naturellement, le remède, c'était le fouet et le travail forcé. Une autre question, cette fois-ci, une question de Reese. Il dit, bonjour, ma question est la suivante. Comment réussir à impliquer ou juste intéresser les personnes qui ne se sentent pas concernées par le racisme, l'esclavage ou pensent que c'est le passé? Moi, je pense... Alors, ça dépend. Je vais pas faire des pèlerinages pour aller expliquer aux racistes qui sont racistes et leur expliquer d'où ça vient. Bon. Donc, parce qu'on n'a pas une énergie infinie et que cette énergie-là, on peut la mettre à défendre les personnes qui sont victimes justement du racisme, parce que le racisme fait des dégâts terribles. Il fait des dégâts terribles. Il déstabilise les gens, il les fragilise psychologiquement, nerveusement, affectivement. Il les prive de leurs droits lorsqu'on refuse de leur donner un emploi, lorsqu'on refuse de leur accorder un logement auquel ils ont droit, lorsque on réserve une scolarité de mauvaise qualité à eux, à leurs enfants, etc. Donc le racisme fait des dégâts terribles. Il fait des dégâts terribles. Donc il faut lutter contre le racisme. Il faut son énergie pour lutter contre le racisme. Et puis moi, j'ai plus envie de donner des forces aux personnes qui sont exposées au racisme que d'aller convaincre des racistes. Moi, les racistes, je les combats. Je les combats et je les combats sans pitié. Je peux comprendre qu'une personne soit enfermée et imprégnée de préjugés, parce que le racisme a été une philosophie, une théologie, de machin, on peut tout mettre, la phénoménologie, on peut tout mettre, le racisme, on l'a mis à toutes les sauces, y compris aux pseudosciences. Les naturalistes ont expliqué les écarts d'intelligence, soi-disant. Donc, moi, je peux comprendre que des gens aient des préjugés parce qu'on a distribué ça. Et on le voit aujourd'hui encore, il y a des choses qui transparaissent, y compris parfois de bonne foi,
il y a des clichés qui continuent leur chemin. Donc, il faut travailler à détruire ces clichés, il faut travailler à ces choses-là. Ensuite, il faut œuvrer, notamment lorsqu'on a des engagements politiques, il faut œuvrer à protéger les personnes qui sont exposées aux actes racistes et à la violence raciste. Et puis les racistes eux-mêmes, hein. Moi, je laisse le boulot pour les autres, hein. Pour ceux qui veulent, hein. Pour ceux qui veulent. Bon, sinon, dans la question, il y a aussi comment intéresser à l'esclavage. Je pense que lorsqu'on a des gens de bonne foi, même des gens qui ont des préjugés, lorsqu'on leur explique les choses, parce qu'on peut leur dire, mais l'esclavage, c'est horrible, etc. Oui, non, c'est horrible. Aujourd'hui aussi, c'est horrible. Dans 50 ans, ça sera horrible aussi. C'est horrible. La traite négrière, l'esclavage, c'est quelque chose de très particulier. C'est très particulier. Il y avait de l'esclavage avant, il y en a aujourd'hui encore. La traite négrière et l'esclavage en tant que système impliquant toutes les monarchies européennes, chapeauté par le Vatican, qui arbitre les querelles entre les puissances européennes, etc., c'est quelque chose de très, très particulier. Hein? Cette économie de traite associée à l'esclavage en tant que tel et au développement de territoires et de nouvelles cultures et à ce commerce triangulaire, c'est très particulier. Donc, bon, il faut expliquer que ça a des traces aujourd'hui encore. Ça a des traces aujourd'hui encore, c'est tout. Donc, lorsqu'on démontre tout ça aux gens, qu'on leur donne des éléments, même des gens qui ont des préjugés, s'ils sont de bonne foi, ils peuvent comprendre et travailler leurs préjugés. Ce sont eux qui peuvent travailler leurs préjugés. S'ils ne veulent pas travailler leurs préjugés, moi, je pense que de toute façon, ils se privent de plein de choses. Hein. Ils se privent de plein de choses, oui. Tout à fait. Maintenant, une question de Océane Célien. Bonjour, madame. Quels sont les enjeux en Guyane aujourd'hui sur lesquels l'Hexagone est loin d'être à la hauteur, selon vous? Ah ben, c'est qu'il y en a quelques-uns, mademoiselle, ou madame Océane. Alors, je ne dirais pas l'Hexagone comme ça, je dirais les pouvoirs publics, parce que, bon, voilà, je pense que, bon, la France a son histoire. La France a été une puissance de traite négrière, donc ça a été la troisième hein, en termes. Et une chose qu'on sait assez peu et qui est quand même très significative, c'est que dans la décennie de la Révolution française, le commerce négrier était très très dynamique. C'est très paradoxal, c'est très contrariant, c'est très dérangeant. Hein. Mais lorsqu'on regarde les statistiques, le nombre de navires négriers, le volume de production de produits, etc., ça battait son plein quand même. Ça battait son plein, c'est très gênant. C'est très gênant. Bon. Mais c'est ça, la vie des sociétés humaines, c'est ça, des contradictions. Donc la France, c'est la terre de la Révolution française, c'est la société qui a produit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec ses contradictions. C'est bon, voilà, donc la France, c'est le pays de Victor Hugo qui a applaudi à la colonisation. Il a dit 2 ou 3 choses contre l'esclavage, mais bon, voilà, il a applaudi à la colonisation. C'est dire que même les grands esprits peuvent se fourvoyer complètement. Donc voilà, et puis la France, c'est de grands esprits, de belles personnes, de beaux et grands idéaux, etc. Donc c'est pas simple. Donc voilà, moi si je parle de la France, je parle d'une période précise, d'institutions précises, etc. Aujourd'hui, les gouvernements français, je crois que d'abord, ils ne comprennent pas bien ce qui se passe en dehors de l'Hexagone, pour reprendre le concept. Ils ne comprennent pas bien, donc ils ne pensent pas bien l'action publique dans ces territoires. Ceci étant, on ne peut pas dire que de nos territoires, je parle de la Guyane en particulier, on ne peut pas dire qu'on fasse bien comprendre non plus les nécessités d'action publique. Voilà. Je n'irai pas plus loin parce que je n'ai pas envie sur les politiques locales. J'ai ma liberté de parole, je ne m'en prive jamais, mais je respecte quelques règles. Voilà, les personnes dont je parlerai ne sont pas présentes pour donner la réplique, donc je n'irai pas plus loin. Mais je dis que quand même, nous avons une responsabilité locale, au sens où nous ne sommes pas en capacité, si quelqu'un demande, bon, par exemple, quelle est votre vision de l'aménagement du territoire, comment vous rêvez l'utilisation, la présence humaine sur le territoire en dehors du littoral, quel rapport avec la biodiversité
non pas un rapport admiratif et béat, mais la biodiversité avec son histoire, avec la présence des gens sur d'autres parties du territoire. Bon, voilà, je ne sais pas comment vous pensez la politique de la pêche. Moi, je ne sais pas si quelqu'un saurait répondre. Comment vous pensez la politique agricole, je ne sais pas si quelqu'un pourrait répondre. Comment vous voyez les politiques culturelles, bon voilà, pas au quotidien, mais politique d'émancipation collective et individuelle, bon, je ne suis pas sûre. Donc voilà, je n'ai pas envie d'aller plus loin parce que je répète, moi j'aime bien les discussions, hein, donc si les personnes étaient présentes, je prendrais les discussions. J'aime même les disputes, pas seulement les discussions, j'aime même les disputes. Merci. Il nous reste 4 minutes. Et, exprès! Il reste beaucoup de questions et merci beaucoup à tout le monde. Vous avez posé des questions extrêmement pertinentes, mais j'ai sélectionné une question qui vraiment permet, j'ai l'impression, d'ouvrir vers le futur. Et donc, c'est une question de Ju, M et Ad. Elle dit « Bonsoir, Madame Taubira. Les jeunes étudiantes que nous sommes voudrions avoir votre avis sur ce point. La jeunesse d'aujourd'hui vous inspire-t-elle de l'espoir pour les temps à venir? Pensez-vous qu'elle sera capable de se soulever avec conscience pour porter le projet d'un avenir fraternel commun? » Oui, moi, j'ai confiance en la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, si j'ai une parole à lui dire, c'est de se vivre en tant que génération. C'est-à-dire ne pas se vivre en tant que jeune individu qui va saisir des opportunités. Oui, il y a ça, hein, puisque j'ai parlé d'émancipation individuelle. Donc, il faut donner à chacune, à chacun toutes ses chances, de façon à ce que chacun s'épanouisse et devienne le meilleur de ce qu'elle peut être, de ce qu'il peut être. Mais il est important de se penser en tant que génération, parce que la jeunesse aujourd'hui vit une période compliquée, à la fois compliquée et simple. Elle est simple au sens où l'information circule facilement, au sens où on peut avoir facilement une vision du monde. Voilà, la Terre est vraiment un village global, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans n'importe quel coin de la Terre, on le sait dans les minutes qui suivent. On sait à quoi ressemble le monde, on connaît les difficultés, on connaît les réactions de la nature face à nos horreurs, on sait tout. Donc ça a l'air simple, mais c'est très compliqué parce que du coup ça a l'air inaccessible. C'est à la portée de tout le monde, on peut décider, tiens, moi je vais à l'autre bout de la Terre, c'est facile de le décider, de le faire. Mais comment, quelle emprise, comment on peut appréhender ce monde-là? Et je pense que la jeunesse, donc elle a cette difficulté en face d'elle. Moi, ma génération avait d'autres difficultés. C'était encore la période coloniale, la fin, c'était les dernières décolonisations, ma période. Bon, voilà, il y avait des poches de lutte, il y avait des lieux de guerre, il y avait des choses. C'était assez lisible, mais on sentait qu'on pouvait s'organiser, être solidaire, agir, aider, etc. Là, maintenant, c'est vaste, les problèmes sont multiples, tout a l'air hors de portée, tellement c'est immense. Et donc, je pense que cette jeunesse doit se penser en génération. C'est-à-dire que, et elle le fait d'ailleurs, hein, elle le fait, on voit les grands mouvements de mobilisation à travers le monde. Ce sont des mouvements principalement de la jeunesse. Il y a des vieilles rombières comme moi qui sont dedans, là, très actifs, parce qu'on continue à transporter nos rêves et nos idéaux dans notre dos, dans nos têtes et sur notre dos. Mais c'est principalement la jeunesse, Occupy Wall Street, Los Indignados, le Irak en Algérie, voilà, Nuit debout à Paris, etc., en France. Donc, c'est des mouvements de jeunesse. Alors, pour l'instant, ce sont des mouvements qui se veulent apolitiques, alors qu'ils sont profondément politiques, puisqu'ils protestent contre un ordre du monde, ils protestent contre une organisation sociale, ils protestent contre des injustices, ils protestent contre, bon voilà, des politiques qui ne leur conviennent pas, etc. Donc c'est politique. Mais ils se croient apolitiques. Donc ils ne veulent pas de porte-parole, ils ne veulent pas de programme, ils ne veulent pas. Bon. C'est quand même une excellence politique, c'est quand même une excellence civique. Mais ce qui est important, je pense, c'est vraiment de se penser en tant que génération, de se dire, on est quand même à un moment où il faut faire quelque chose. Il ne faut pas juste regarder le monde, il ne faut pas juste aller faire le tour du monde, il ne faut pas juste aller faire peut-être 2 ans de volontariat quelque part. Faut pas, non, voilà, il y a quand même le monde, l'état du monde, il y a des responsables. Il y a des responsables, et il y a des responsabilités. Il y a des responsables individuels, et puis il y a des responsabilités. Les responsabilités, c'est l'histoire du monde qui fait qu'il y a des responsabilités un peu plus lourdes à certains endroits, un peu moins lourdes ailleurs. Bon. Donc, voilà, pensez-vous en tant que génération
moi, je les vois capables de ça. C'est pour ça que je reste optimiste et que j'ai confiance dans la jeunesse. Je la crois capable de ça, mais je lui répète et je ressasse et je radote. Pensez-vous en tant que génération, imaginez-vous comme génération portant le monde dans lequel vous allez vivre et puis transformez-le. Bon, vous le ferez peut-être plus moche que nous, ça m'étonnerait, hein, parce que franchement, nous. Mais voilà, rêvez-le, voulez-le, désirez-le et transformez-le. Merci beaucoup. Je crois que ça clôt parfaitement, excellemment cette discussion. Donc, Madame Christiane Taubira, merci pour ce que vous faites. Merci pour ce que vous êtes. Vous inspirez tous et toutes. Merci à l'Observatoire québécois des inégalités. Merci à l'Université de Montréal, au Festival Mètre Bleu, de nous avoir donné l'occasion d'entrer dans vos lumières et pouvoir prendre le temps de discuter. Donc, je m'appelais Alain Diaye, alias Webster, et je vous remercie tout le monde pour votre participation. À une prochaine fois. Volontiers. Merci Webster. Merci à toutes et à tous.